So it is now my pleasure to introduce our keynote speaker. Dr. Pierre Singaravellu is a professor des universités at the University of Paris I, Panthéon-Sorbonne. He is a specialist in the history of empires. In his first book, Professer l'Empire, les sciences coloniales en France sous la Troisième République, examines the ways in which academic disciplines contributed to the diffusion and institutionalization of colonial ideologies. Since then, he has gone on to publish a wide range of books and articles on contemporary Asia, international relations, and global history. He also has a strong interest in public history and in the numerous ways that specialists in academic disciplines can now contribute to new ways of diffusing and producing knowledge, ones that challenge traditional narratives about France and global history. He is one of the principal editors of the best-selling Histoire mondiale de la France that was published in 2016 and which has just been published in English this month under the title France in the World, A New Global History. He is here to speak today about his work in public history. The title of his talk is L'histoire publique comme outil de production de la recherche, retour d'expérience. Please join me in welcoming Pierre Singaravellu. Merci, bonjour, merci chère Dana pour cette présentation très généreuse. Alors je vais commencer par un geste un peu cavalier et inhabituel. Je vais vous prendre en photo. Alors pourquoi est-ce que je vous prends en photo? D'abord pour identifier les absents. Que je vais gronder ce soir et demain matin, et puis aussi, eh bien, parce que je me demande ce que ça peut signifier, ce geste qui devient assez habituel aujourd'hui. Est-ce que, au fond, prendre une photo, la diffuser sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, est-ce que c'est ça aussi, l'histoire publique, ou bien est-ce que c'est simplement de la communication 2.0, comme on dit en France, en bon français, ou est-ce que c'est plutôt en fait un simple clin d'œil? Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de l'anecdote, ça nous dit que l'histoire publique est devenue omniprésente aujourd'hui dans notre pratique d'historien. En fait, l'histoire publique semble avoir envahi nos vies quotidiennes. On la retrouve dans les salles de classe, bien entendu, dans les amphithéâtres universitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire publique est très présente en dehors des écoles et des universités. L'histoire publique est omniprésente dans les festivals, dans les musées, on en a parlé il y a quelques instants, dans les jeux vidéo, dans la littérature, les parcs d'attractions, les associations mémorielles, un peu partout, les bandes dessinées, les documentaires télévisés, les jeux de société. Elle est présente également dans les sites patrimoniaux qui se sont développés depuis plus de 50 ans un peu partout également dans le monde. Et ce type d'histoire est également omniprésent dans les reconstitutions historiques, ce qu'on appelle parfois la living history. Et puis, tout particulièrement en France, mais également ailleurs dans le monde, cette histoire publique se manifeste dans le débat politique. On pourrait donner plein d'autres exemples, notamment la place de l'histoire sur Internet avec les fameux youtubeurs qui sont également assez présents en France. Alors, dans cet inventaire à la Prévert, eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet inventaire, cette liste très longue d'usages de l'histoire publique, eh bien, révèle à la fois la force et la faiblesse de cette pratique historique. Cette forte diversité révèle le caractère labile, le caractère attrape-tout, très hétérogène de ces différentes pratiques qui fascinent aujourd'hui les chercheurs. Et en même temps, cette grande diversité empêche les historiennes et les historiens que nous sommes, eh bien, de s'accorder sur une définition commune et un périmètre bien délimité de ce type de pratique. Alors là, j'ai proposé évidemment une définition ad minima,
On peut définir l'histoire publique comme la diffusion la plus large possible des acquis de l'histoire académique. Et ensuite, évidemment, quand on entre dans le détail, ça devient un peu plus compliqué, puisque certains considèrent que l'histoire publique, eh bien, c'est surtout un outil très précieux de pédagogie pour diffuser les savoirs. D'autres vont considérer que, eh bien, l'histoire publique, c'est d'abord un complément d'activité pour les universitaires précaires, qui sont particulièrement nombreux en Europe et en Europe continentale. D'autres considèrent que l'histoire publique est tout simplement un hobby pour se changer les idées. Alors, le problème, c'est qu'aucun de ces usages, aucune de ces différentes motivations explique pourquoi l'histoire publique focalise tant l'attention aujourd'hui. La raison de l'engouement actuel en faveur de l'histoire publique est, selon moi, beaucoup plus fondamentale. C'est que nous avons, à mon avis, collectivement, le sentiment qu'il en va tout simplement de la survie de notre discipline. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, d'abord, les représentants des gouvernements et plus largement les élites politiques un peu partout dans le monde, y compris dans les démocraties libérales, prennent des libertés avec la vérité historique. Alors ça, c'est simplement un petit clin d'œil, parce que je sais que certains collègues viennent de l'Arkansas, c'est évidemment un clin d'œil à l'époque que nous traversons, qu'on qualifie d'ère de la post-vérité, des fake news, au cours de laquelle, eh bien, les théories, notamment les théories du complot, se diffusent plus vite que les fruits de la recherche scientifique. Autre raison qui me fait penser qu'il s'agit là d'une question de survie de notre discipline, eh bien parce que aux États-Unis comme en Europe, mais aussi en Asie, en réalité partout dans le monde, les études d'histoire tendent à devenir un luxe. Un luxe pour les enfants des classes moyennes supérieures, comme en témoigne par exemple la fermeture des majors en histoire dans de nombreuses universités états-uniennes. Il y a d'autres raisons. Les ventes de livres d'histoire et de sciences sociales chutent partout. À l'exception, c'est le cas en France notamment, mais j'imagine que c'est aussi le cas aux États-Unis, à l'exception de quelques auteurs dits populaires, qui sont en fait ce qu'on appelle en français des entrepreneurs de mémoire, des idéologues, qui promeuvent avec plus ou moins de succès des thèses qui sont tout sauf scientifiques, comme par exemple le roman national ou le clash des civilisations. Encore une autre raison, le statut social, médiatique et politique des historiens. Ce statut des historiens a profondément changé, ça ne vous a pas échappé, ces dernières décennies. Les historiens ne sont plus du tout les conseillers des puissants, ce ne sont plus non plus les principaux promoteurs de l'identité nationale, comme ils pouvaient l'être à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Donc en fait, les historiennes et les historiens aujourd'hui sont obligés de repenser tout simplement leur rôle social. Nous avons donc plus que jamais besoin d'une connaissance historique pour tous et non pour quelques happy few. Et nous devons prendre acte du fait que la plupart des gens, à commencer par les enfants et les adolescents, appréhendent l'histoire, découvrent l'histoire, apprennent l'histoire, eh bien d'abord et avant tout en dehors des classes, en dehors des universités. Il nous faut également admettre que les non-historiens professionnels ne nous ont pas attendus pour produire toute une série de discours et d'images très efficaces, très convaincants sur l'histoire. Et c'est très bien ainsi d'ailleurs, puisque l'histoire, au fond, est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls historiens. Heureusement, les universitaires ne possèdent pas de monopole en la matière. En revanche, nous, les historiens et les historiennes professionnelles, nous ne sommes pas obligés d'accepter d'être systématiquement cantonnés dans un seul et même rôle, celui de conseiller historique. Ma conviction est que nous pouvons, nous devons même occuper l'espace public
où l'histoire est pour le coup une chose beaucoup trop importante pour être réservée exclusivement aux seuls hommes politiques, journalistes, cinéastes, romanciers, etc. D'autant que nous, les historiens, eh bien, nous possédons après tout le principal. Nous possédons la matière, les sources et les méthodes d'analyse. Alors bien sûr, l'art du storytelling nous fait parfois défaut, c'est certain, mais ce storytelling ne doit-il pas être au service de l'histoire plutôt que l'inverse? Bien conscients de ces nouveaux enjeux, les chercheurs participent aujourd'hui, comme vous le savez, à l'invention de nouvelles formes d'écriture, à l'invention de nouveaux discours historiques qui prennent des formes très diverses. Ça peut être l'article très court, sans appareil critique, le roman graphique de type historiographique, donc une bande dessinée très sérieuse, les performances, des œuvres de fiction, etc. Donc je vous propose aujourd'hui d'inverser la perspective traditionnelle qui considère l'histoire publique comme un outil de diffusion de la recherche, en tentant de présenter son utilité comme outil, cette fois, de production de la recherche, à partir donc de mes propres expériences, à partir de quelques pratiques dans différents domaines. Alors je vais commencer tout de même par revenir sur le vif essor de l'histoire publique en France, en dépit de son absence d'institutionnalisation. Parce qu'en fait, il y a une forme de paradoxe. Pour moi, historien français, à discourir devant vous d'histoire publique aujourd'hui, puisque cette expression d'histoire publique, en fait, est très méconnue, voire inconnue, très peu utilisée en France, contrairement aux États-Unis, où il s'agit, comme vous le savez, d'une spécialité parfaitement légitime et institutionnalisée dans, c'est ce que j'ai lu du moins, une centaine de formations dans toute l'Amérique du Nord. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, les chercheurs français participent assez peu aux colloques portant sur l'histoire publique, notamment aux colloques organisés par la Fédération internationale pour l'histoire publique. En France, les choses sont assez simples. Il n'existe qu'une seule formation consacrée à l'histoire publique. Il s'agit d'un master d'histoire publique qui se trouve dans une université de la banlieue de Paris, l'université de Paris-Créteil. Ce master a été fondé en 2015. Alors, la France est-elle vraiment si rétive à l'histoire publique? J'ai dû mener une petite enquête ces dernières semaines auprès des collègues universitaires, mais aussi des journalistes et des administrateurs qui animent en France, ou dans la francophonie, eh bien, les magazines d'histoire, les émissions de radio, les festivals d'histoire. Et il s'avère que les universitaires français, en réalité, pratiquent intensivement l'histoire publique, mais sans le savoir. Des pratiques nombreuses qui prennent des formes très diverses. Alors d'abord, force est de constater que les anciens modes de transmission de l'histoire au grand public ou au public éclairé continuent à prospérer et à se renouveler. Il existe plusieurs magazines d'histoire pour le grand public, dont la revue L'Histoire, qui chaque mois depuis 1978, dans les kiosques de journaux un peu partout en France, met à la disposition du grand public un échantillon de travaux universitaires. Ces ventes sont en moyenne estimées à 50 000 exemplaires, 60 000 si on intègre les ventes à l'étranger. Et si on étudie ce qu'on appelle le coefficient de lecture, c'est-à-dire si l'on intègre les lecteurs des bibliothèques et des centres de documentation dans les écoles, eh bien, on considère que ce sont entre 400 000 et 500 000 lecteurs qui, chaque mois, lisent ou feuillettent cette revue. De la même façon, l'histoire est très présente à la radio, avec des émissions d'histoire qui invitent des universitaires et qui remportent un vif succès. Il y a deux principales émissions, La Marche de l'Histoire depuis 2011 sur France Inter et La Fabrique de l'Histoire depuis 1999 sur France Culture. Deux
grandes radios nationales que vous connaissez. Elles sont animées toutes les deux par deux journalistes qui sont historiens de formation, Jean Lebrun et Emmanuel Laurentin. Et donc l'émission quotidienne d'Emmanuel Laurentin, qui est ici à votre extrême gauche, eh bien, a lieu de 9h à 10h chaque matin. Elle se consacre à un thème tous les jours, un thème de recherche, qui est décliné tout au long de la semaine, tout au long de 5 émissions, à travers la présentation d'un ouvrage, souvent le lundi, puis un débat historiographique, présentation d'archives aussi, et la plupart du temps d'un documentaire sonore. Alors, le dernier jour de la semaine, la plupart du temps, est dédié à l'actualité vue par différents chercheurs. Alors, cette émission joue un rôle très important dans le champ historiographique français. En fait, elle joue tout simplement un rôle structurant dans notre communauté historienne. Elle permet même chaque année à quelques doctorants de faire leurs armes dans l'espace public. Cette émission donc fête ses 20 ans et elle rassemble chaque mois en moyenne 300 000 auditeurs par jour. 300 000 auditeurs par jour, et chaque mois, elle est podcastée 1 400 000 fois, c'est-à-dire, c'est très intéressant, c'est la deuxième émission de France Culture la plus podcastée, après la philosophie, mais il y a une raison à cela, c'est que l'émission de philosophie est à un très mauvais horaire, et donc les gens préfèrent la podcaster plutôt que de l'écouter en direct. Bon. Alors, la France se caractérise également par le nombre important de festivals d'histoire. Alors vous connaissez la plupart de ces festivals, dont l'un des plus anciens, les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, qui a été fondé en 1998 et qui continue chaque année de croître. Alors le festival de Blois, enfin les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, c'est le festival de Cannes des historiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sans doute le seul endroit au monde où un fan peut vous reconnaître et vous interpeller dans la rue. Donc c'est extrêmement gratifiant quand on est historienne ou historien, naturellement. C'est pourquoi j'y vais chaque année depuis 10 ans. Et c'est une manifestation qui accueille chaque année environ 20 000 personnes différentes dans ses conférences. Et son impact sur la vie intellectuelle française est très important, au point que les éditeurs français, les grands éditeurs commerciaux, tiennent compte des dates du festival pour faire paraître leurs livres importants précisément à ce moment-là. Donc il s'agit du plus grand festival d'histoire d'Europe qui a inspiré la création de plusieurs festivals dans le monde, à Weimar en Allemagne, à Gênes en Italie, à Genève en Suisse et plus récemment à York en Grande-Bretagne. De même, le Festival international du film d'histoire de Pessac près de Bordeaux est chaque année une réussite avec une fréquentation globale de 35 000 entrées pour une semaine de manifestation avec énormément de scolaires. Quasiment la moitié des entrées, ce sont des élèves des écoles qui vont voir des films et à la suite de ces films, des débats avec des historiens tout au long de la semaine. Alors il faut souligner le renouveau de ce type d'événements, le renouveau des festivals avec la création récente de 3 festivals d'histoire, à commencer par le festival de Nantes, Nous Autres, que connaît bien notre présidente Dana Kostrun, un festival conçu en 2015 par Muriel Blondeau et Christelle Gualdé qui l'ont présenté il y a à peine quelques minutes ici même, donc je passerai assez rapidement, mais il faut rappeler que ce festival a été fondé donc par à la fois le Grand Théâtre, le Grand T de Nantes et également le Château des Ducs de Bretagne, le musée du Château des Ducs de Bretagne. Et ce festival a été le creuset de nouvelles formes d'expression avec par exemple des battles d'historiens. Alors c'est dommage, la plupart d'entre vous n'étiez pas là, mais on a eu droit il y a 1 heure à un extrait de ces battles formidables qui ont eu lieu il y a quelques années entre différents historiens, mais aussi des artistes et des conservateurs de musées. L'idée est de jouer sérieusement. Les fréquentations sont volontairement modestes, environ 600 personnes différentes, car en fait, ce qui importe, contrairement au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, ça n'est pas le nombre,
Ça n'est pas un festival industriel. Ce qui importe, c'est la qualité des interactions entre nous, les universitaires, et le public. Et vous voyez bien que ce qui est promu, c'est cette relation fluide et horizontale, comme on le voit sur cette photo, avec à gauche un monsieur de dos avec un chapeau et une magnifique chemise. C'est Patrick Boucheron qui discute avec à peine 5-6 personnes, hein, vous voyez, pendant environ 1 heure, hein, comme cela. Donc ça permet quand même, si vous voulez, des échanges assez précieux et intensifs avec le public. Autre festival, l'Histoire à venir. L'Histoire à venir, c'est le nom du nouveau festival qui se déroule tous les ans à Toulouse depuis 2017 et qui propose de mettre en lumière les dernières recherches autour de thèmes récurrents comme histoire et démocratie. Et les organisateurs souhaitent également promouvoir des mises en récit originales. Donc c'est un festival qui marche bien avec 8000 entrées cumulées cette fois. Donc on compte des personnes qui entrent dans plusieurs lieux différents le même jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant 4 jours, l'histoire investit véritablement la ville de Toulouse, ses musées, ses bibliothèques, ses librairies. Et donc ce festival a déjà gagné une réputation nationale, je dois le dire, grâce à ses excellents chefs cuisiniers qui préparent devant le public et les universitaires des repas succulents et qui permettent donc de favoriser une convivialité et là aussi des rencontres en dehors des manifestations scientifiques. Enfin est né en septembre dernier à Paris un dernier festival d'histoire, le festival Secousse, conçu précisément par d'anciens étudiants du master d'histoire publique de l'université de Créteil. Et ces étudiants ont misé sur les nouvelles formes d'interaction avec par exemple un happening sur Twitter. C'est-à-dire que là il s'agit de 2 historiennes qui s'appellent Mathilde Larère et Laurence Decoq qui sont spécialisées dans ce mode de communication et qui ont imaginé un débat scénarisé entre figures historiques célèbres sur la place des femmes en 1848. Et il se trouve qu'une des 2 chercheuses était involontairement bloquée dans un train pendant le débat, mais elles ont pu tout de même continuer à animer à distance cet événement grâce à Twitter. Alors, il faut finir par évoquer de nouvelles formes éditoriales. Je vais le faire rapidement car une table ronde de ce congrès sera consacrée demain à l'histoire mondiale de la France. Livre publié en janvier 2017 qui a été transformé en véritable phénomène médiatique très rapidement, qui a fait la une des journaux. Donc ça, c'est à la sortie du livre, hein, la une de Libération qui est consacrée à l'ouvrage, qui est extrêmement rare en France, comme aux États-Unis, j'imagine, de pouvoir disposer de la une d'un quotidien national pour la sortie d'un livre d'histoire. Et ce livre, l'Histoire mondiale de la France, entendait abolir précisément le fossé entre histoire savante d'un côté et histoire consommée par le grand public de l'autre. C'est pourquoi nous avons adopté dans cet ouvrage une forme très courte, incisive, de 4 pages maximum, sans aucune note de bas de page. Et donc cette Histoire mondiale de la France a fait l'objet de plusieurs adaptations dans les pays étrangers. C'est notre plus grande fierté. Ce n'est pas tellement les traductions, ce sont les adaptations en espagnol, en catalan, en italien, en néerlandais, etc., qui ont déjà été publiées en à peine 1 an et demi. Et donc vous l'avez compris, hein, des histoires mondiales de l'Italie, histoire mondiale des Pays-Bas, etc., sur exactement le même modèle. Et ce livre a aussi inspiré une pièce de théâtre au Théâtre National de Bretagne à Rennes l'année dernière. Alors, le succès de ces différentes manifestations témoigne à coup sûr d'une demande sociale et d'un puissant désir d'histoire de la part d'un public éclairé. Il faut dire que les Français sont réputés posséder un goût spécifique pour cette discipline. Ça a été prouvé, si je puis dire, par un sondage en 2016, 5 mars 2016, selon lequel 85% des Français se déclarent intéressés par l'histoire. Bon, alors, c'est une question évidemment compliquée, cette question de la singularité
française en la matière? Est-ce qu'elle existe vraiment? On manque de comparaison. Vous aurez sans doute des éléments pour m'éclairer là-dessus. Mais on peut dire en tous les cas que ces petits et ces grands événements révèlent une volonté de la part d'un nombre croissant de collègues en France de sortir des arènes académiques, sortir des universités pour s'adresser à un plus large public. L'idée, en fait, qui est de plus en plus partagée, c'est d'investir des formats éditoriaux, des espaces non universitaires, moins intimidants, qui facilitent éventuellement les échanges avec le public. Alors ça peut être des théâtres, des musées, des cafés, bien entendu, pour y parler d'histoire, mais ça peut être aussi la volonté de sensibiliser un nouveau public à l'histoire par d'autres moyens. C'est ce que j'ai essayé de faire, par exemple, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours exactement, un peu plus de 10 jours, en tant que directeur des éditions de la Sorbonne, donc des presses universitaires de mon université, pour être plus précis, j'ai ici organisé un concert gratuit avec une historienne qui s'appelle Mélanie Traversier, dans cet amphithéâtre Richelieu, que ceux qui connaissent la Sorbonne, c'est l'un des principaux, un des plus grands amphithéâtres, le deuxième plus grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui accueille 600 personnes et qui ont découvert de manière sensible les compositions, pas de n'importe qui, les compositions de musiciennes oubliées par l'histoire officielle de la musique classique, comme par exemple Clara Schumann ou Fanny Mendelssohn. Et donc ce concert a été organisé à l'occasion de la parution d'un livre dirigé par Mélanie Traversier, La musique a-t-elle un genre, précisément consacré à l'histoire de ces musiciennes et de ces compositrices, pour la plupart méconnues. Alors j'en viens à mon deuxième point qui concerne ce qu'on a appelé avec mon camarade Quentin de Luermoz les ateliers d'histoire partagée. Les ateliers d'histoire partagée, c'est la première expérience que j'ai menée avec lui il y a plusieurs années et que je continue à pratiquer à partir d'un ouvrage que nous avons coécrit qui s'intitule « Pour une histoire des possibles », dont la traduction est terminée et qui paraîtra à Yale University Press l'année prochaine. Donc c'est un travail sur le raisonnement contrefactuel en histoire et la question des possibles du passé, question des contrefactuels que vous connaissez particulièrement bien aux États-Unis, c'est-à-dire se demander ce qui serait advenu si on modifie un élément du passé. Cette question contrefactuelle, cette approche particulière, elle semble omniprésente aujourd'hui, alors dans les choix quotidiens que nous faisons, mais aussi dans la littérature, au cinéma, en philosophie, tout autant que dans les sciences sociales et en histoire. Alors l'un des premiers constats que nous avons fait dans cet ouvrage, c'est que la plupart du temps, ce mode de raisonnement qui est très courant demeure implicite dans les travaux des historiens et notamment des historiens français. En dépit de son omniprésence, l'immense majorité des historiens français donc ignorent cette approche et lorsqu'on les interroge à ce propos, eh bien, ils peuvent reconnaître bien volontiers que ce type de question possède une dimension ludique, ça peut faire rire, ça peut divertir, mais ils ne prennent pas véritablement au sérieux sa dimension méthodologique. Alors comme vous le savez, la situation est très différente au Royaume-Uni et aux États-Unis, et pour cause. Les chercheurs anglophones, disons, savent, ou ils sont nombreux à savoir que le raisonnement contrefactuel permet de revisiter les anciennes questions, les grandes questions de la discipline historique, c'est-à-dire la question du plaisir d'apprendre, du plaisir de lecture, celle des relations entre histoire et fiction, la question de la place de l'imagination dans l'écriture de l'histoire, la question bien entendu de l'expérimentation en sciences sociales, et puis aussi naturellement la question de l'imputation causale, la question de la causalité. Alors bien sûr on sait bien depuis Max Weber que le raisonnement contrefactuel permet aux chercheurs tout simplement
d'établir les relations causales entre deux phénomènes et que ce raisonnement contrefactuel est quasiment le seul moyen même de hiérarchiser les causes entre elles. En outre, grâce à l'analyse contrefactuelle, les historiens peuvent restituer de façon qualitative l'incertitude des situations historiques. Autrement dit, il s'agit d'un outil très efficace pour lutter contre le déterminisme. Ainsi, l'analyse contrefactuelle nous invite à explorer précisément les futurs craints et espérés par les acteurs du passé. Nous pouvons, en étudiant les nombreux contrefactuels qui sont formulés par les femmes et les hommes dans les archives que nous étudions, notamment pendant les périodes révolutionnaires, mais aussi pendant les conflits militaires, eh bien nous pouvons donner corps au futur du passé dont nous a si bien parlé Koselleck. Alors cette méthode singulière, elle autorise également une forme originale d'interaction entre les universitaires et le grand public. L'analyse contrefactuelle possède en effet une dimension pédagogique liée à sa capacité à mettre en partage les connaissances. Les enseignants ne l'ignorent pas, vous ne l'ignorez sans doute pas. Les élèves, les étudiants y recourent spontanément, parfois non sans malice, pour nous déstabiliser. C'est pourquoi nous avons mis en place des ateliers d'histoire partagée qui prennent la forme de rencontres publiques comme celle-là, autour d'une question contrefactuelle, comme « Que serait le monde sans la traite atlantique et l'esclavage ?» Ou bien encore « Et si le roi Louis XVI avait réussi à s'enfuir à Varennes ?» Bon. Déjà, la fuite à Varennes, l'expression elle-même, trahit la téléologie. Alors nous préparons, comment est-ce que nous procédons? Nous préparons à l'avance un PowerPoint avec différentes slides qui sont projetés sur un grand écran, on le voit ici d'ailleurs, des slides qui permettent de documenter avec des citations, des cartes, des sources iconographiques, une bibliographie, qui permettent de documenter les différentes propositions formulées par les participants. Ces informations doivent permettre de nourrir la discussion collective tout en fournissant des références historiographiques au public. Alors, premier constat, cet exercice n'intimide pas vraiment le public. Parfois, n'intimide pas du tout, car pour la plupart des gens, le raisonnement contrefactuel relève du sens commun. Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, la fameuse formule de Blaise Pascal qu'on connaît tous en France, ou bien si Hitler avait gagné la guerre, ce sont évidemment des raisonnements très familiers et 2 heures d'atelier souvent ne suffisent pas au public pour formuler toutes les propositions. S'ouvre alors un espace inédit, et c'est ça qui nous intéresse en tant qu'historiens et historiennes, un espace inédit entre ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu advenir. En fait, c'est un espace ni vrai, ni faux, un espace précisément de discussion et d'interprétation. Et dans ce territoire inédit entre le fait, la fiction, les possibles, les chercheurs et les professeurs que nous sommes ne se trouvent pas pour une fois juchés au sommet d'une chaire ou sur une estrade dans une position omnisciente de surplomb par rapport au public, par rapport aux élèves, par rapport aux étudiants. En fait, se met en place une relation plus équilibrée entre l'historien et son public, en intégrant les savoirs non universitaires et sans remettre en question les compétences des enseignants-chercheurs, ni d'ailleurs leur fonction sociale. Donc ces ateliers constituent un espace où l'on peut mettre en partage des connaissances, mais aussi des émotions. Il devient alors possible de discuter ensemble de la production de la connaissance, mais aussi de nos imaginaires collectifs, individuels, des idées reçues, des histoires personnelles, des histoires familiales, du rôle de nos opinions politiques et de nos croyances religieuses, par exemple, dans notre appréhension de l'histoire. Alors vous allez me dire, tout ça est très banal, mais en fait, toutes ces choses que je viens d'énoncer, ce sont des éléments qui ne sont jamais, ou presque jamais, abordés dans un cadre académique.
Quant à l'historien, c'est pour lui, il faut l'avouer, un exercice périlleux. Un exercice périlleux car il assume de perdre un peu le contrôle de la discussion, tout en tâchant de ne pas se départir de sa rigueur méthodologique. Ça n'est pas facile, et nous avons été parfois déconcertés par des questions, des propositions, des analyses auxquelles nous ne nous attendions pas du tout. Donc cette démarche nous pousse à assumer une définition réflexive de l'histoire. Une définition réflexive de l'histoire comme une œuvre ouverte que le lecteur et l'auditeur contribuent à produire avec nous. Les participants éprouvent ainsi, en jouant sérieusement, la dimension fondamentalement expérimentale de l'histoire. Et, à vrai dire, le plus troublant dans ces ateliers d'histoire partagée, c'est que les participants retrouvent souvent rapidement les hypothèses centrales de l'historiographie sur telle ou telle question. Par exemple, sur la Révolution française, les approches déterministes, le rôle de la contingence, le rôle des grands hommes, etc. Alors, c'est très gratifiant pour les participants. Et en même temps, eh bien, cela suggère peut-être un certain manque d'imagination et de créativité de la part des historiens. À notre grand étonnement, le ministère de l'Éducation nationale, 6 mois après, alors c'est écrit en tout petit, je pense que vous ne pourrez pas lire, mais le plus important, vous le savez en France, c'est pas de lire les circulaires, c'est de reconnaître le cachet du ministère en haut à gauche. Et donc, 6 mois après la parution de cet ouvrage, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale conseillait aux professeurs de collège et de lycée de notre beau pays d'utiliser nos propositions dans un cadre pédagogique. Alors, les risques et les bénéfices de ces ateliers vont de pair. La parole de l'historien, je l'ai dit, devient plus fragile, incertaine, mais elle est aussi plus accueillante. Plus accueillante, plus ouverte aux paroles émanant du public. Et cette démarche contrefactuelle induit certainement une forme d'appropriation par le public du matériau historique et du questionnement historien. Donc une fois qu'on a saisi ces logiques et ces enjeux, l'étude des possibles du passé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'étude des possibles du passé permet de déplacer la frontière trop nette et rassurante entre histoire et littérature, entre réel et fiction, entre contingence et déterminisme, entre science et jeu, et finalement, cette pratique contrefactuelle permet aussi de brouiller la frontière entre celui qui sait et celui qui est censé être l'ignorant. Donc, j'en viens à mon troisième point, qui est une deuxième forme de pratique d'histoire publique, et qui concerne l'organisation d'expositions qui doivent là aussi servir de laboratoire pour nous de recherche et pas seulement d'un lieu de diffusion de connaissances que nous aurions préfabriquées. Alors, l'histoire existe en dehors des archives. L'histoire existe en dehors des livres et même des mots. L'histoire, vous le savez, elle se donne à voir. Elle se donne à voir notamment dans les musées depuis très longtemps. Dès le début du XIXe siècle, Gottfried Samper déclare à propos du London South Kensington Museum, c'est-à-dire le Victor and Albert Museum en fait de Londres, il déclare que les musées publics, je le cite, sont les véritables enseignants d'un peuple libre. Et depuis une trentaine d'années, il faut dire que les expositions d'histoire semblent se multiplier un peu partout dans le monde, dans le contexte d'une dynamique générale de patrimonialisation qui concerne autant la conservation que l'éducation et la transmission. Alors les musées ont pris l'habitude de solliciter les universitaires, vous le savez. Ils les sollicitent en tant qu'experts ou producteurs de commentaires. Et on s'aperçoit que lorsque nous sommes cantonnés dans ce rôle de conseiller, eh bien, nos marges de manœuvre sont la plupart du temps très limitées. Et donc j'ai tenté avec un collègue, Fabrice Argounès, l'expérience inverse, fin 2016, en proposant un projet d'exposition à la présidente du Musée national des arts asiatiques, le musée Guimet,
à Paris, qui est tout de même le plus grand musée d'art asiatique en Occident. Il s'agissait à l'origine d'un projet de livre donc, qui est apparu au début de l'exposition, un livre intitulé « Le monde vu d'Asie » sur précisément les traditions cartographiques asiatiques et les différentes façons de représenter le monde dans les différents pays d'Asie. Alors, il faut être honnête, être proactif comme cela, c'est-à-dire prendre l'initiative, proposer des projets à des musées, cela ne marche pas toujours. Et je dois avouer que nous avons d'abord essuyé le refus de 2 institutions muséales avant d'obtenir cet accord de la part de la présidente du musée Guimet. Mais être proactif, cela offre aussi la possibilité d'établir, du moins au début, son propre agenda de recherche. Ça offre la possibilité d'essayer de développer des projets précisément que les musées n'auraient pas forcément l'idée de promouvoir par eux-mêmes. Cette démarche nous a permis, en l'occurrence, un premier élément très important, elle nous a permis de découvrir des fonds. Découvrir des fonds, en l'occurrence de cartes asiatiques, anciennes, des centaines de cartes japonaises, chinoises, coréennes, qui sont en effet conservées dans les universités, les bibliothèques, les musées français, dont le musée Guimet, autant d'institutions qui ignoraient l'existence de leurs propres fonds cartographiques. La France en particulier, il faut le préciser, possède des collections autant exceptionnelles que méconnues. Cet oubli révèle un angle mort de la muséographie et de l'histoire de la cartographie. D'une part, jusqu'à aujourd'hui, les cartes n'avaient pas le droit de citer dans les musées, c'est un point important. Les seules expositions de cartes avaient eu lieu dans des bibliothèques. Et d'autre part, les historiens se focalisent, en France notamment, la plupart du temps sur la cartographie occidentale, en excluant les autres formes de rationalité géographique. Il a fallu convaincre les conservateurs que les cartes asiatiques ne sont pas seulement des outils de connaissance, des instruments de pouvoir, mais aussi de véritables œuvres d'art. Des œuvres d'art dont l'esthétique séduit le public, le déroute aussi, et nous oblige, c'est en ça que ça intéresse les historiens, nous oblige, et pas seulement les historiens de l'Asie, mais aussi les historiens de l'Europe, elle nous oblige à questionner nos propres manières de voir et d'appréhender le monde. En sens inverse, les historiens doivent prendre en considération certaines œuvres apparemment fantaisistes ou mythologiques comme de véritables expressions cartographiques. C'est le cas par exemple de cette carte, qui est une carte réalisée à l'origine par un moine bouddhiste, le moine Zotan, qui a été rédigée au début du XVIIIe siècle et qui depuis quelques années a donné lieu à une exégèse cartographique extrêmement subtile. Alors au terme de 2 ans de séminaires de recherche et d'une année de préparation avec le musée Guimet, l'exposition intitulée « Le monde vu d'Asie », au fil des cartes, s'est déroulée entre mai et septembre 2018. En tant que commissaire scientifique de l'exposition, nous avons dû composer avec les conservateurs. Les conservateurs qui possèdent des manières de faire différentes et parfois difficilement compatibles avec les nôtres. Ainsi, cette collaboration s'est avérée aussi fructueuse que périlleuse, car, au fond, elle a mis les règles du métier d'historien à l'épreuve des impératifs ambivalents de la muséographie. Par exemple, la discussion porta d'abord sur la nature même du projet. S'agit-il d'une exposition d'histoire ou d'une exposition d'art? En fait, la question n'a jamais été tranchée. Elle n'a jamais été tranchée car il a fallu en permanence tenter de concilier l'exigence esthétique défendue par les conservateurs et puis la quête historienne de la représentativité
qui suppose bien souvent de choisir des œuvres banales et pas seulement des soi-disant chefs-d'œuvre. Autre différence notable concernant les cartels. Les cartels présentant les œuvres, vous savez, ces petits cartons. Hein, et concernant donc ces cartels, il faut dire que les conservateurs sont extrêmement économes en mots. Alors que les historiens peuvent difficilement, évidemment, se passer du texte, il a fallu plusieurs jours de négociations pour passer de 500 à 800 signes, espaces compris. De même, nous avons dû convaincre la présidente du musée de la nécessité de ponctuer le parcours de ce type de panneaux explicatifs qui permettait d'élaborer un véritable parcours scientifique et intellectuel. Alors, fort de cette expérience, nous avons pu d'ores et déjà convaincre 2 autres musées nationaux de mettre en place des séminaires et des projets d'exposition, l'une dont je vais vous parler très rapidement cette fois, l'une sur la Chine en guerre, prévue au musée des Invalides, le musée de l'armée, musée national de l'armée, où se trouve le tombeau de Napoléon, une exposition sur la Chine en guerre prévue en 2025 et une autre exposition intitulée Une autre histoire du monde, programmée au MUSEM à Marseille, le grand musée de Marseille, en 2022. Alors ces 2 projets, je veux en dire un mot rapidement parce qu'ils se fondent sur un même constat. De nombreux établissements en Europe peuvent être définis comme des musées universels, héritiers du mouvement encyclopédique du XVIIIe siècle et, comme vous le savez, de l'émergence des sciences archéologiques, historiques et géographiques européennes, dans le cadre notamment de l'expansion coloniale, qui fait que ces disciplines ont bien souvent été des sciences prédatrices outre-mer, notamment sur le continent africain et sur le continent asiatique. Toutefois, ces institutions n'ont pas toujours pris au sérieux leur propre histoire. Et donc, il leur est très difficile, dans ces conditions, d'opérer le tournant global qu'il est sans doute nécessaire d'effectuer. Comme au musée Guimet, il convient donc de commencer par écrire l'histoire de la constitution des collections oubliées, des collections qui sont souvent d'origine coloniale ou impériale. Ainsi, notre projet d'exposition au musée de l'armée est à l'origine d'un programme de classement et d'étude de nombreux objets pillés à l'occasion du sac du Yuan Ming Yuan, c'est-à-dire du dit palais d'été, l'ancien palais d'été, donc le sac par les Britanniques et les Français en 1860. Donc c'est typiquement le travail que nous pouvons effectuer, travail préparatoire, d'identification des pièces qui sont parfois monumentales comme la tente impériale, hein, et qui est unique au monde, des pièces qui n'ont jamais été exposées et qui n'ont donc jamais été inventoriées non plus. Alors cette question apparaît plus que jamais importante aujourd'hui au milieu du débat dont vous avez forcément entendu parler sur les restitutions, et notamment restitution du patrimoine africain à la suite du rapport rédigé par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy et remis au président Macron en novembre dernier. Alors l'autre projet intitulé Une autre histoire du monde, cette fois au MUSEM, le MUSEM étant le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, très beau musée ouvert récemment à Marseille. Cet autre projet permet de prolonger cette réflexion, cette fois d'un point de vue théorique, puisqu'il s'agit là d'exposer une autre histoire du monde, du XVe au XXIe siècle, à travers une multitude de points de vue, de trajectoires d'individus, d'objets qui doivent éclairer d'un jour nouveau nos routines scénographiques, nos routines muséographiques, en commençant par réfléchir à des chronologies alternatives. Donc là, c'est un travail en cours, c'est pourquoi nous avons invité en juin prochain des spécialistes de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, du monde arabo-musulman, de l'Amérique, afin de discuter et de proposer de nouvelles chronologies, de nouvelles temporalités, de nouvelles périodisations qui pourraient structurer des récits entremêlés de cette mondialisation, de ces différentes phases de la mondialisation entre le XVe et le XXIe siècle. Donc on voit bien que les musées
notamment en France, mais aussi ailleurs, ont plus que jamais besoin de l'aide des historiennes et des historiens pour répondre aux nouvelles questions qui sont posées par ce tournant global de la muséographie et aux questions qui sont posées par le soupçon qui pèse désormais sur l'origine coloniale ou impériale de la constitution des collections. Alors je termine j'ai encore un peu de temps. Oui ? Ok. Je termine donc ce tour d'horizon par un dernier exemple de pratique d'histoire publique qui concerne les documentaires télévisés, documentaires historiques, que je vais aborder un peu plus brièvement, et puisqu'il s'agit en fait avec le cinéma, la bande dessinée et les jeux vidéo d'un des rares moyens efficaces de toucher un très large public, c'est-à-dire un public atteignant plusieurs millions de spectateurs pendant plus d'1 heure. Alors le problème, c'est que le milieu de la télévision apparaît particulièrement hostile aux universitaires. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. En effet, on peut se demander ce que peut un chercheur dans un écosystème complexe où coexistent de nombreux acteurs aux intérêts parfois contradictoires, le réalisateur, les monteurs, les producteurs, et peut-être le plus terrible d'entre eux avec les producteurs, bien entendu, le diffuseur, c'est-à-dire la chaîne de télévision, qui possède en théorie, en France du moins, le Final Cut. Alors chacun de ces acteurs, selon son propre agenda esthétique ou économique, possède sa propre vision de l'objet historique, mais aussi sa propre vision du storytelling. Et il faut bien admettre qu'un historien pèse peu de choses au sein d'une économie spécifique ou un film documentaire, pas un film de fiction, un film documentaire de 52 minutes en France coûte entre 300 000 et 500 000 $. Dans ces conditions, les chercheurs sont presque toujours cantonnés dans le rôle de conseiller historique. Voilà, on les retrouve. Et de fait, ils n'ont pas du tout la main sur le produit final. Bien au contraire. La définition du projet et sa mise en œuvre dépendent du public ciblé par les producteurs et du public ciblé par la chaîne de télévision. Alors, lorsque j'ai accepté, en 2017, de faire une série documentaire de 3 épisodes d'1 heure sur les décolonisations pour la chaîne de télévision Arte, une chaîne franco-allemande que vous connaissez, il a fallu se battre, littéralement presque, se battre pendant 6 mois avec le producteur pour obtenir le statut de co-auteur. Pourquoi ? Eh bien parce que les producteurs ne souhaitent pas accorder ce statut d'auteur aux historiens, parce que cela donne aux universitaires des droits, précisément le fameux Final Cut, qui effraie les producteurs, qui misent parfois des millions d'euros, lorsqu'il s'agit de séries récurrentes, dans ces projets. Donc le statut de co-auteur, il est certes plus valorisant, mais il est aussi beaucoup plus exigeant, car la rédaction du synopsis s'avère souvent longue. Il faut en fait élaborer un dossier documentaire énorme pour seulement quelques minutes d'images et de commentaires. Et en fait, le film documentaire, ça c'est une découverte pour moi, le film documentaire s'écrit en réalité véritablement seulement pendant le montage. Donc pendant 2 ans, on écrit des drafts, des synopsis, etc. pour convaincre la chaîne de télévision. Et en réalité, dans la salle de montage ensuite, eh bien, il faut tout réécrire. Il faut tout réécrire avec le réalisateur et le monteur, ou la monteuse en l'occurrence, en fonction des images disponibles, des images fournies par les documentalistes. Alors, notre film, nous sommes actuellement donc en plein montage, propose d'inverser le regard classique sur les décolonisations qui ont été traditionnellement appréhendées à travers le point de vue occidental. Et le documentaire, il peut être, comme vous le savez, une simple adaptation d'un travail de recherche, mais il peut aussi en être le prolongement, l'approfondissement ou même l'expression de quelque chose qu'on ne peut pas écrire. Et en effet, plus aisément qu'un article ou un livre, le documentaire permet de rendre palpable la pluralité des perceptions d'un même événement. En fait, par de multiples expériences sensorielles, par les images, par le son,
eh bien, on peut un instant réduire l'altérité, réduire l'étrangeté du passé. Et donc notre documentaire est composé exclusivement d'images, d'archives et d'animations. Alors, d'animation, là vous avez un exemple, ou un autre exemple ici, qui représente la Rani de Jhansi, l'une des principales princesses, donc c'était la souveraine de l'état de Jhansi pendant la révolte des Sipais en 1857. Et c'est un point intéressant parce que nous excluons toute image d'interview avec des historiennes et des historiens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plateau, ni tournage de site passé aujourd'hui. Uniquement des images d'archives et de l'animation, ainsi que des images de films. Là, en l'occurrence, un Bollywood de 1953 représentant la Rani de Jhansi. Et cette même Rani de Jhansi représentée aujourd'hui dans un Bollywood qui est sorti il y a 3 mois et qui nous offre, qui nous permet, disons, d'illustrer cet épisode avec une force inédite et qui nous permet en fait de montrer l'importance de ce personnage totalement inconnu en Europe, mais qui est une véritable mère de la nation indienne, archi connue par toute la population. Alors ce procédé doit permettre une plus grande immersion du spectateur qui peut être entraîné par la narration. En outre, il est plus aisé de montrer à l'image le travail de sélection des faits et les opérations de cadrage effectuées par les historiens. En fait, ça correspond au fameux hors-champ du cinéma. C'est-à-dire que ce qui est difficile à faire dans un livre, on peut le faire dans un documentaire lorsque on a choisi de commencer cette série documentaire sur les décolonisations. On a choisi de commencer la série en 1857 avec la révolte dite des Sipais, mais nous aurions pu adopter une multitude d'autres points de départ, tant les révoltes, les révolutions, les résistances sont nombreuses tout au long du XIXe siècle. Et nous avons trouvé, disons, un truc pour mettre en scène visuellement ce choix à travers l'image du globe ici représenté, du globe qui tourne, et dont on voit bien qu'il offre plusieurs possibilités d'histoire. Là, c'est la révolte de Lala Fatma qui est représentée au Maghreb. Et enfin, les réalisateurs et les monteurs remettent parfois en question la structure de nos récits. Et ça, c'est sans doute le plus dérangeant pour l'historien, le plus troublant. C'est-à-dire que les réalisateurs, la monteuse également dans ce projet, dénaturalisent les évidences en se focalisant toujours sur quoi? Sur le ressort dramatique. Ce qui obsède les professionnels du métier, c'est le ressort dramatique. Et notamment la question du pourquoi. Le pourquoi. Et là on s'aperçoit que les historiens, en fait, le pourquoi, ça les intéresse plus beaucoup. Les historiens s'attachent d'abord et avant tout à l'établissement des faits. Ils sont payés pour ça. En n'hésitant pas précisément parfois à simplement juxtaposer les faits. Et donc, eh bien, le réalisateur et la monteuse m'ont régulièrement posé la question du pourquoi, de l'imputation causale, de l'articulation tout simplement entre différents faits. Et ils nous obligent ainsi à nous interroger sur les angles morts de l'historiographie. C'est ainsi que ils m'ont posé plein de questions très embêtantes, si je puis dire, sur Lamine Sangor, auquel nous consacrons une séquence. Pourquoi est-ce que Lamine Sangor s'est engagé chez les tirailleurs? Est-ce que c'était de gré ou de force? A-t-il été vraiment au service des renseignements français? Autant de questions auxquelles les historiens, en fait, n'ont pas clairement répondu. Alors, je vais conclure brièvement en disant que ces différentes formes d'histoire publique possèdent une dimension expérimentale. C'est leur point commun. En ce sens, on peut parler d'une véritable histoire pratique. Il s'agit en fait de rendre visible au plus grand nombre, au public, le raisonnement historique. Il s'agit d'expliciter notre point de vue pour éventuellement, idéalement, le mettre à distance. Bref, ces pratiques d'histoire publique, c'est une façon d'ouvrir aux profanes la fabrique de l'histoire.
Là où la recherche est pour nous un exercice la plupart du temps très solitaire, dans les archives ou sur son ordinateur, eh bien l'histoire publique est par définition une œuvre collective, souvent joyeuse, forcément plurielle, et donc souvent polyphonique, parfois même contradictoire. Et donc ces différentes pratiques d'histoire publique sont par définition pluridisciplinaires. Pluridisciplinaires parce que, bon, d'abord, vous l'avez vu, elles mobilisent souvent plusieurs historiens, mais surtout, elles mettent en contact directement l'historien avec certes le public, mais des journalistes, des conservateurs de musées, des réalisateurs, etc. Ce faisant, l'histoire publique offre aux historiens la possibilité de rompre avec leur routine de travail et de découvrir aussi, voire d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Donc ces diverses expériences ne sont pas toutes interactives. Par exemple, le musée, en l'occurrence, ce que nous avons fait n'est pas particulièrement interactif, mais ces différentes expériences impliquent le spectateur. Elles impliquent le spectateur en le conduisant à se poser des questions. À se poser les questions suivantes. D'où est-ce que je regarde? D'où est-ce que je regarde? D'où est-ce que je parle? Pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement? Ces questions toutes simples, ces questions sont tout simplement au fondement de la réflexivité, de notre réflexivité d'historiens et de chercheurs en sciences sociales. Et dans ces conditions, le public n'est plus constitué de consommateurs passifs, mais il peut se forger lui-même ses propres outils d'émancipation intellectuelle, tout en s'amusant, puisque ces expériences ont souvent un caractère ludique. Ainsi, l'histoire publique ne peut plus, disons selon moi, être définie comme une simple diffusion verticale des connaissances du haut vers le bas. Mais au contraire, une nouvelle relation horizontale avec le public permet de réaffirmer l'égalité des intelligences. L'égalité des intelligences qui devrait être un des principes fondamentaux de nos sociétés démocratiques. En effet, il n'y a pas d'un côté les joyeux lurons un peu farfelus qui pratiqueraient l'histoire publique, et de l'autre, les historiens sérieux. Non, toute histoire, y compris celle qui se prétend être la plus positive et positiviste, toute histoire est expérimentale, mais il est vrai qu'une partie des chercheurs, surtout justement les plus positivistes d'entre eux, s'appliquent à gommer cette dimension expérimentale dans leurs travaux, en invisibilisant leurs choix, en taisant leurs incertitudes, leurs hésitations, leur subjectivité, et finalement en masquant le rôle central que l'imagination joue dans notre pratique quotidienne. Merci à tous de votre attention et merci surtout à Dana Kostrun d'avoir organisé magnifiquement ce beau congrès. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question qui est assez essentielle pour faire des projets d'histoire publique. C'est la question du financement. Où est-ce qu'on trouve les fonds pour avoir tous les festivals, les expos, tout ça? Je sais qu'en France, c'est normalement avec le gouvernement, le ministère de la Culture. Peut-être ici, on n'a pas des possibilités comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pour trouver le financement pour vos projets? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, concernant les festivals, nous avons ici les deux fondatrices de ces nouveaux festivals, donc elles pourront peut-être donner des éléments de réponse sur les financements. Alors, concernant les autres manifestations, notamment les expositions, il s'agit de budgets qui sont alloués par les musées eux-mêmes. Et donc, pour vous donner un exemple,
cette exposition, le monde vu d'Asie, a coûté assez peu cher par rapport à la moyenne du coût d'une exposition, un peu moins cher que la moyenne, mais disons qu'aujourd'hui, c'est entre 400 et 600 000 euros le coût d'une exposition dans un musée national de taille moyenne. Je ne parle pas du Louvre ou du musée d'Orsay, là. Enfin, le Louvre, de toute façon, c'est un cas à part. Mais donc, ce sont des budgets internes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces musées cherchent des financements extérieurs, notamment pour promouvoir la communication, pour la publicité. Mais pour l'instant, ils arrivent à financer eux-mêmes ces grands projets. Ensuite, concernant les ateliers d'histoire partagée, ça a pu susciter l'attention parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc ce type d'événement, on peut les développer un peu partout, ça ne nécessite pas un matériel particulier. Concernant les documentaires, alors là c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, là c'est l'économie de la télévision qui est très particulière en France, contrairement aux États-Unis où vous avez PBS et donc d'excellents documentaires, mais où, si j'ai bien compris, vos documentaristes sont obligés de travailler en parallèle, de faire plusieurs choses en même temps pour financer leurs projets de documentaire bien souvent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas véritablement d'économie du documentaire institutionnalisée, alors qu'en France, c'est exactement le contraire. Il y a des fonds très importants qui sont alloués à la production documentaire par l'État français, par les différentes organisations qui cofinancent ces documentaires. Donc la France a une situation, disons, pour l'instant, une situation privilégiée concernant les documentaires. Peut-être qu'on peut donner la parole à Catherine et Christelle pour le financement comment se finance un festival ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Blondeau et Christelle Galdet qui est ici. Nous avons fondé ensemble le festival Nous Autres, dont parlait tout à l'heure Pierre. Donc, dans notre cas, donc le musée où Christelle travaille comme curatrice, directrice scientifique, c'est un musée d'histoire de Nantes qui est principalement financé par la ville de Nantes. Et le théâtre que je dirige, le théâtre Grand T, également à Nantes, c'est un théâtre régional qui donc est financé par le gouvernement régional. Donc ce sont des financements publics mais locaux, pas de l'État, pas du ministère de la Culture. On croit souvent qu'en France, la majeure partie des financements publics viennent de l'État, mais c'est faux. La majeure partie des financements publics pour la culture viennent des gouvernements locaux aujourd'hui. Pour ce qui concerne le festival Nous Autres, le budget global est d'environ 70 000 € pour un festival de 3 jours. Et les financements, les recettes de billetterie sont très faibles, puisque c'est de l'ordre de 5 000 € de recettes de billetterie. Donc cela veut dire qu'il reste 65 000 € à financer. Et disons que nous finançons ce déficit, donc la différence entre les recettes et les dépenses, en partageant ce déficit sur nos budgets de fonctionnement, les budgets qui nous sont alloués pour organiser des activités. Donc la première édition du festival était financée conjointement par le musée et le théâtre, et au fur et à mesure du temps, nous avons travaillé avec d'autres partenaires, notamment l'Université de Nantes, l'Institut d'études avancées, etc., etc., d'autres musées, le musée d'art, le musée d'Aubray, qui sont eux aussi devenus des financeurs. Donc là, globalement, le financement du festival, il est fait par l'agrégation de petits budgets de toutes les institutions qui participent, cofinancent. Donc c'est une politique de petit A. Voilà.
Et j'ajouterais que nous n'avons pas cherché de financement privé pour ce festival, parce que mon expérience en tant que directrice de théâtre qui fait du fundraising en direction des entreprises, c'est que c'est le genre de festival qui n'intéresse pas, en tout cas en France, les milieux privés. C'est-à-dire que nous allons chercher des financements privés pour des programmes éducatifs, des programmes de lien social, mais sur un festival expérimental de forme d'histoire publique comme celui-là, ce ne sont pas des sujets qui sont attractifs pour le milieu des entrepreneurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment ? Ah oui, d'accord. Dana me demande de vous annoncer que la 3e édition de notre festival aura lieu à Nantes du 14 au 16 juin 2019, donc dans 2 mois, et que la guest of honor, c'est Nathalie Zemon-Davis. Merci. Donc merci beaucoup pour cette présentation absolument jubilante, justement, et c'est très stimulant. Mais je pose tout de même 2 questions. Il y a 2 paradoxes dans ce que vous dites. Un, c'est qu'on est face à un contexte de restrictions budgétaires énormes et il n'y a pas de poste en histoire pour ceux qui entrent dans la profession, pour nos étudiants. Donc, ça amène à la 2e question, qui est la question autour de qui a le droit de parole dans ce contexte d'histoire publique. Et en fait, je sais que vous êtes tout à fait conscient des enjeux de genre, puisque vous parlez de toutes et de tous. Mais donc récemment, il y a eu une pétition des historiennes en France, justement pour faire l'observation que finalement, le droit de parole est souvent accordé aux hommes. Et donc, le manque des femmes à Blois, le manque de femmes en général parmi des auteurs de seuil, etc., etc. Et donc, comment faire face à ces inégalités structurelles qui donnent aussi, qui ont une place très importante en France, parce que là, ça donne une image magnifique de l'histoire en France. Et moi, c'est ça que je veux et c'est ça que j'aspire vers ça. Mais voilà, je constate qu'il y a vraiment des problèmes parce que c'est finalement, on ne veut pas que l'histoire soit pour le happy few. Et peut-être on aura quelques doctorants qui peuvent se permettre le risque de faire des études en histoire. Mais que fait-on si le happy few, c'est ceux qui parlent au public? Voilà. Je réponds tout de suite, oui. Merci beaucoup. Alors, sur vous avez totalement raison sur les restrictions budgétaires. L'idée, c'était pas de dire que seuls comment dire, pour reprendre les codes académiques états-uniens, seuls les collègues qui auraient des tenures pourraient prendre la parole publiquement. Pas du tout. C'est plutôt l'idée que, évidemment, des étudiants qui auraient suivi des cours d'histoire publique ou pas d'histoire publique, peuvent évidemment animer ce type de manifestation, proposer des choses. Donc il ne s'agit pas d'alimenter la guerre entre les titulaires et les non titulaires. Un des objectifs de cette présentation, c'est plutôt de déconstruire la frontière qui me paraît artificielle entre l'histoire publique et l'histoire. Pour moi, toute histoire est publique potentiellement, et je ne conçois pas qu'on puisse être spécialiste d'histoire publique. Mais je veux bien qu'on m'explique. Mais voilà, c'est un petit peu la limite de l'exercice chez moi. Et donc c'est pourquoi je pense que vous avez raison. L'histoire publique est un des principaux débouchés aujourd'hui pour nos étudiants. Aux États-Unis, on a bien compris cela, puisque comme je le disais, j'ai dénombré une centaine de formations spécialisées dans ce domaine. Donc là, pour le coup, les États-Unis sont plutôt en avance sur cette question. Concernant la place des femmes, alors vous soulevez une question très importante concernant le champ historiographique français. En fait, donc paradoxalement, cette question est apparue en France à ce moment-là parce que les choses sont en train de changer.
parce que les femmes occupent désormais, et c'est normal, enfin, je veux dire, il était temps, des positions de pouvoir, qu'elles sont heureusement maintenant représentées, disons, justement par rapport à la démographie dans le corps des maîtres de conférences, c'est-à-dire des associated professeurs, mais il reste de très fortes inégalités dans le corps des full profs. Voilà, donc ça c'est un vrai souci parce que là on note qu'il y a encore de très gros problèmes. Autre question soulevée par cet excellent texte signé par les 400 puis 500 historiennes françaises. En effet, les historiennes femmes sont beaucoup moins visibles. Donc vous avez totalement raison. Il suffit de prendre des exemples que je connais bien, que vous avez cités, la collection, les grandes collections d'histoire. En fait, il y a deux grandes collections canoniques, l'Univers historique au Seuil et la Bibliothèque des histoires chez Gallimard, où il y a très peu de femmes, très peu de femmes. Et donc là, il y a un vrai problème à résoudre. Et ce problème à résoudre, il faut dire que cette pétition a suscité quand même une prise de conscience importante. Alors, elle avait déjà eu lieu chez certains. Par exemple, un exemple, j'ai parlé d'Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin, lui, alors c'est un homme, hein, bon c'est sûr, mais il est entouré de productrices qui sont des femmes et qui co-animent avec lui. Et donc lui, depuis de nombreuses années, il veille à instaurer une parité, au moins une parité, si ce n'est des plateaux où il y aurait plus de femmes que d'hommes, parce que voilà. Et donc c'est une routine en fait qu'il a mise en place. Et donc dont on se rend même plus compte parce que les choses vont évidemment toutes seules une fois que c'est mis en place. Et donc là c'est quand même un contre-exemple par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que majoritairement elles sont moins visibles, mais c'est vrai que le paradoxe c'est que cette pétition c'est pas un hasard si elle n'est pas intervenue en philosophie par exemple, où là les femmes sont très minoritaires. Donc les philosophes ont suivi le mouvement des historiennes. Idem pour les sciences dures, mathématiques, physique, etc. Et puis il y a des domaines où les femmes sont totalement dominées et où là la parole n'émerge même pas. Le sport professionnel, on a un vrai souci là-dessus. Et donc c'est pour ça que je suis très confiant parce que je pense que justement les historiennes sont l'avant-garde et précisément les rapports hommes-femmes sont ces dernières années sont en train de s'équilibrer. Et je crois que là, ce manifeste parachève le mouvement. Et c'est vrai que le problème, ce qu'on a adressé comme critique à la pétition, c'était le manque de chiffres. Évidemment, les chiffres, on les a pas, il faut les produire, voilà. Donc tout le monde étant donné son impression personnelle, donc il y avait une forme d'impressionnisme dans la réponse de certains hommes qui étaient, disons, très hostiles. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la pétition a suscité aussi de l'hostilité. Non pas publique évidemment, hein, mais dans les couloirs, etc. Il y a même, il y a eu une contre-pétition qui n'est pas une pétition en fait, qui est un manifeste publié par des collègues de Paris 4, Sorbonne, qui ont écrit un texte extrêmement violent contre cette pétition des 400 historiennes. Mais je crois qu'en fait, il a eu un effet très positif parce qu'il a quand même, pour dire les choses très franchement, il a suscité une réaction, disons, non pas traumatique, mais disons une réaction forte chez un certain nombre de collègues pour qui ça ne faisait pas question. Hommes, hein, de collègues hommes. Donc si vous voulez, ça a fait le débat pendant plusieurs mois en France, hein, dans les universités, les couloirs, les comités de rédaction. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les comités de rédaction comme les Annales, par exemple, eh bien, il y a très peu les femmes sont totalement sous-représentées, hein. Ce qui ne se justifie évidemment en rien, y compris dans la tradition des Annales où le HESS est très présente. Il y a énormément de directrices d'études à l'EHESS qui pourraient siéger dans le comité. Mais il se trouve que c'est un héritage du passé de la revue qui fait que les hommes sont encore non seulement aux manettes, mais très majoritaires. Et il n'y a toujours pas eu une rédactrice en chef femme aux Annales, hein. Et il y en a très peu dans les grandes revues d'histoire. Donc en fait, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais je crois que voilà, ça a été un électrochoc pour les hommes, hein. J'espère pour tous les hommes. Mais voilà, les choses vont, j'espère, vont dans le bon sens.
Merci pour cette conférence extraordinairement intéressante. J'ai une question sur le sujet de l'histoire des possibles, le counterfactual history. Ici aux États-Unis, on a tendance aussi à voir la France comme le pays des lois mémorielles. Si on essaie d'ouvrir le débat avec des membres du public, qu'est-ce qu'on fait si on a en face, par exemple, un négationniste qui dit je veux proposer que le Shoah n'a pas eu lieu? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord qu'en théorie, l'histoire contrefactuelle ne peut pas être négationniste parce que elle se positionne par rapport à l'histoire telle qu'elle a eu lieu. Bon, donc par définition, il est difficile de développer des histoires contrefactuelles négationnistes. Déjà, faire la part entre ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas eu lieu, ce qui aurait pu avoir eu lieu et ce qui est advenu, c'est pas un raisonnement, si vous voulez, qui est très familier aux négationnistes. Vous voyez ? Deuxièmement, par expérience, ce qui se passe lorsque un individu prend la parole et va sur ce terrain-là, c'est très étonnant. Ce qui se passe, c'est la réaction d'autres personnes dans le public. C'est ce qui s'est passé récemment dans un atelier que nous avons organisé sur et si la traite des captifs noirs n'avait pas eu lieu. Et là, il y avait un monsieur qui était très érudit, qui était un peu plus, disons, un peu plus âgé que le reste du public, et qui prenait souvent la parole, cultivé vraiment, hein, et qui a commencé au bout d'un moment à eh bien développer des thèses, disons, très, comment dirais-je, des thèses condamnables sur le développement de l'Afrique uniquement grâce à la colonisation, etc. Bon. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'intervenir. En fait, ce sont d'autres personnes du public, et c'est vraiment très important, parce que ce sont d'autres personnes du public qui l'ont pas du tout agressé, qui lui ont répondu en argumentant, alors en utilisant des raisonnements contrefactuels ou pas, hein, mais on n'a même pas eu besoin d'intervenir, et c'est important parce que, en fait, ce monsieur a continué à discuter, il n'est pas parti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une forme d'autorité lui disant « Bah écoutez, vous racontez n'importe quoi, monsieur, je suis professeur à la Sorbonne, et je peux vous dire que là, si vous voulez, on ne peut pas dire que les Noirs n'auraient pas pu se développer. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon. Et donc il a continué pendant 2 heures à discuter. Alors je ne vous dis pas qu'il a changé d'avis, ça je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais il est resté à écouter, à interagir, et donc à entendre l'autre, les autres. Et ça a été le meilleur atelier d'histoire partagée, parce que nous n'avons quasiment pas ouvert la bouche. Et en fait, je crois qu'un atelier d'histoire partagée qui réussit parfaitement, c'est un atelier où on pose simplement les termes, et ensuite, il y a une interaction en fait du public. Voilà. Okay, thank you very much. Join me.